La Peugeot 406 cabossée s'arrêta brusquement devant un grand portail noir, au cœur de l'Equiphase One. Amaka contempla avec admiration l'imposante structure qui s'offrait à elle. Elle ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse, une de ces demeures de style Banana Island qu'elle n'avait vues que sur Instagram et à la télévision. Elle serra plus fort son sac marin délavé, dont la fermeture éclair tenait à peine, et redressa son chemisier d'occasion. Le chauffeur était à peine sorti pour frapper à la porte que celle-ci s'ouvrit toute seule, révélant un agent de sécurité en uniforme qui la scrutait de la tête aux pieds avec un dédain subtil. Amaka sentait le jugement dans son regard, mais elle était trop fatiguée pour s'en soucier. Ses chaussures étaient couvertes de poussière après le long voyage depuis Enugu, son dos lui faisait mal après 10 heures passées assise sur des routes accidentées, et son âme pesait lourdement sur sa mère malade et ses factures d'hôpital impayées. Pourtant, elle gardait la tête haute. Elle n'avait pas fait tout ce chemin pour être timide. Elle avait été embauchée pour un travail dont elle avait désespérément besoin, et elle comptait bien le faire bien. En franchissant le portail, ses yeux s'écarquillèrent devant l'immense complexe. Sol en marbre, orchidées en pot, murs de verre et une fontaine en son centre en forme de lion. On aurait dit le paradis ou un piège. Madame Gauzy, une grande femme majestueuse aux pommettes saillantes et au regard perçant à faire fondre le granit, attendait à la porte principale. Elle portait un pagne soigneusement noué à la taille et une montre-bracelet plaquée or qui brillait comme la fierté même. « Tu es en retard », rétorqua-t-elle sans même te saluer. « Ton service commence à 6 heures du matin, pas à 18h-19h. Amaka cligna des yeux, perplexe. Elle pensait être en avance, mais ce n'était pas le moment de discuter. « Pardon, maman », marmonna-t-elle en s'inclinant légèrement. Madame Gauzy la conduisit dans la maison d'un pas vif et mesuré, lui expliquant les tâches, nettoyant le hall principal, préparant les plateaux repas, sans déranger le maître, et en interdisant absolument l'entrée dans l'aile ouest. Amaka eut à peine le temps de reprendre son souffle qu'elle fut conduite dans une chambre de domestique à l'arrière, une minuscule pièce avec un lit en acier, une fenêtre et une moustiquaire trouée. « Tu rencontreras monsieur Obi demain. Ne lui parle pas, sauf s'il te parle. Il n'aime ni le bruit ni la pitié. Il est malade, » dit Madame Gauzy avec précaution, comme si elle pesait ses mots comme des mines antipersonnelles. Amaka hocha la tête. Elle ignorait qui était ce monsieur Obi ni pourquoi il était si craint, mais elle n'avait pas le choix. Alors que la porte se refermait derrière elle, elle tomba à genoux et murmura une prière. Pour avoir de la force. Pour sa mère. Et quel mystère attendait-il dans l'aile ouest de ce manoir? Le lendemain matin, Amaka frotta le sol en marbre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Chaque surface du manoir étincelait, mais Madame Gauzy trouvait encore des défauts. « Tu as raté un endroit près du vase en verre. Ne laisse pas cela se reproduire, » aboya-t-elle, et Amaka s'excusa rapidement. Elle n'avait pas bien dormi, hantée par les craquements du manoir et un froid qui semblait venir de l'intérieur. À midi, on lui demanda de préparer un plateau de riz jollof, de bananes plantain frites, de poulet grillé et de jus de mangue. « Apportez-le au bureau du maître à l'étage, » dit Madame Gauzy. « Soyez respectueux. Ne parlez que si on vous parle. » Les mains tremblantes, Amaka porta le plateau dans l'escalier en colimaçon, chaque pas résonnant dans le silence de la maison. Elle atteignit une grande porte en acajou et frappa doucement. « Entrez, » dit une voix calme, grave et dénuée d'émotion. Elle entra et le vit, Derek Obi, assis dans un élégant fauteuil roulant noir derrière un bureau en chêne importé. Il était d'une beauté saisissante, la peau sombre et lisse comme de l'acajou poli, une barbe taillée bordant la mâchoire, et un regard aussi froid que l'Atlantique. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra, lui faisant simplement signe de poser le plateau sur une table basse. Amaka s'exécuta en s'inclinant légèrement. Alors qu'elle se retournait pour partir, il prit la parole. « N'essaie jamais de me pousser. Je ne suis pas ton porte-bonheur. » Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Elle se retourna lentement, confuse et un peu blessée. « Je n'ai pas besoin de pitié, » commença-t-elle. « Fais ton travail, baisse les yeux et n'entre jamais dans l'aile ouest. C'est ton dernier avertissement. » Sa voix était ferme, mais pleine de douleur, comme quelqu'un qui aurait été brisé par le monde et qui se serait reconstruit avec du verre et de la glace. Amaka hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Oui, monsieur. » En quittant la pièce, Derek l'observa attentivement.
Ses doigts frémirent sur l'accoudoir du fauteuil roulant, non par nécessité, mais intentionnellement. Derrière ce masque froid se cachait un homme qui la testait, guettant ses faiblesses. Elle ignorait que le fauteuil roulant n'était qu'une partie d'une vaste supercherie, et que l'homme à l'intérieur n'était pas aussi brisé qu'il le paraissait. Amaka apprit rapidement que travailler au manoir Obi ne se résumait pas à nettoyer, mais aussi à survivre. Chaque matin, une cloche sonnait à 5h45 précises. Dès lors, la maison se transforma en un théâtre de silence et de performances strictes. Pas de bruit, pas d'appel téléphonique, pas de sortie du couloir central, sauf sur convocation. L'aile ouest, peinte d'un marbre plus foncé et gardée comme un sanctuaire, restait un mystère. Elle est fermée à clé pour une raison, lui expliqua Madame Gauzy un soir alors qu'Amaka osait jeter un coup d'œil dans cette direction. On est payé pour nettoyer, pas pour être curieux. Malgré son épuisement, l'instinct d'Amaka s'éveilla. Il y avait quelque chose d'anormal dans la maison. Elle semblait figée dans le temps, sans rire, sans télévision, et sans personne quittant ou visitant. Les repas de Monsieur Obi étaient toujours servis en privé. Il ne quittait jamais son bureau, et le manoir ne voyait ni famille ni amis. C'était comme s'il avait construit un royaume de verre autour de lui, et personne n'était autorisé à y jeter un coup d'œil. Le chauffeur, Ushna, semblait aimable mais taciturne. Il répétait souvent à Amaka de se mêler de ses affaires. Les gens qui posent des questions dans cette maison ne restent pas longtemps, lui avait-il dit un jour en lui tendant une enveloppe scellée contenant son premier versement hebdomadaire. Pourtant, Amaka n'était pas du genre à ignorer ce qui clochait. Elle remarqua les petits détails, comme les roues du fauteuil roulant qui ne laissaient jamais de traces de dérapage sur les tapis, comme M. Obi fermait parfois la porte derrière lui trop vite pour quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, comme elle avait entendu un jour des pas dans le couloir à minuit alors qu'il était censé dormir. Un soir, elle rapporta un plateau à la cuisine et entendit Madame Gauzy au téléphone, qui chuchotait. Non, elle ne se doute de rien. C'est juste une fille de la colonne vertébrale. Qui était-elle? Elle? Et que n'était-elle pas censée soupçonner? Sa curiosité grandit, mais sa peur aussi. Elle avait trop à perdre pour commencer à se poser les mauvaises questions. Le traitement de sa mère dépendait de sa capacité à conserver son emploi. Sa fierté dépendait de sa capacité à ne pas se faire renvoyer. Et pourtant, une question la hantait. Qui était Derek Obi? Et pourquoi cette maison ressemblait-elle plus à une prison qu'à un foyer? Dans la pièce la plus éloignée de l'aile ouest, le couloir interdit où Amaka était interdite d'accès, se trouvait une salle de surveillance privée, dissimulée derrière une étagère. Les murs étaient tapissés d'écrans et de caméras capturant en direct chaque couloir, coin cuisine et espace commun du manoir. Derek était assis en silence devant les écrans, son regard perçant traquant chaque mouvement d'Amaka comme un faucon. Il la regardait nettoyer le couloir avec une précision déterminée, les sourcils froncés de concentration, fredonnant même un doux hymne Igbo à voix basse. Quelque chose chez elle le troublait. Elle n'était pas comme les autres qui l'avaient précédée, des domestiques qui volaient des choses, flirtaient avec lui par pitié ou manquaient de respect à sa condition en privé. Non, Amaka se comportait comme quelqu'un qui avait vu la souffrance et était déterminé à ne pas la laisser gagner. Elle ne jetait jamais un coup d'œil dans les pièces où elle n'était pas invitée, ne s'attardait jamais là où elle ne devait pas, et chaque matin, il la regardait s'agenouiller près de son lit pour murmurer une prière avant d'affronter une nouvelle journée épuisante. Derek, malgré sa richesse et son cynisme, se sentait attiré par cette simplicité, cette honnêteté brute qu'il ne pouvait acheter. Pourtant, il ne s'agissait pas d'attirance. Pas encore. Il s'agissait d'observer, de tester sa loyauté. Après avoir été publiquement humilié par Tari, la fiancée qui avait profité de sa vulnérabilité pour accéder à ses comptes bancaires et disparaître avec un autre homme, Derek avait renoncé à la confiance comme à une maladie. Il avait installé les caméras lui-même, demandé à Madame Gauzy de maintenir l'illusion et s'était engagé à jouer le rôle d'un infirme jusqu'à ce qu'il soit convaincu que quelqu'un pouvait s'occuper de lui sans voir le moindre signe de dollar. Mais maintenant, il s'attardait plus longtemps devant les écrans, observant Amaka partager un petit rire avec Ushina près du portail ou cuisiner tranquillement dans la cuisine quand elle pensait que personne ne la regardait. Sa voix était douce lorsqu'elle chantait pour elle-même, et parfois, lorsqu'elle se croyait seule, elle touchait délicatement la photo de sa mère glissée dans la poche de son tablier. Il l'avait vue pleurer une fois, silencieusement, sans artifice, les larmes ruisselant sur son visage tandis qu'elle continuait à frotter le carrelage.
Quelque chose le tordait ce jour-là, une culpabilité qu'il ne parvenait pas à nommer. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait jamais subi le genre de perte qu'Amaka portait quotidiennement sur ses épaules. Ou peut-être était-ce parce que cette fois, pour la première fois, l'observateur commençait à se sentir observé en retour. La nuit était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain du générateur et du chant rythmé des grillons à la fenêtre. Derek était assis dans le noir, lumières éteintes, écrans allumés, sirotant un verre de scotch en regardant la retransmission en direct d'Amaka. Elle avait terminé ses devoirs plus tôt que d'habitude et s'était retirée dans sa chambre. Il la regarda s'agenouiller près de son lit, retirer son foulard et déplier soigneusement une lettre, dont les bords semblaient usés et tachés par le temps. Il supposa qu'elle venait de sa mère. Amaka se mit à pleurer. Non pas les sanglots bruyants et performatifs de quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention, mais la crise silencieuse de quelqu'un qui n'avait plus la force de faire semblant. Elle serra la lettre contre sa poitrine, le corps tremblant, le visage enfoui dans le matelas fin. « Je ne sais pas comment continuer, maman, murmura-t-elle en sanglotant. J'essaie, mais je me sens si seule. Derek deglutted difficilement. Le son de cette voix brisée résonna dans son âme. Quelque chose se brisa en lui, un sentiment qui ne s'était pas réveillé depuis des années. Peut-être était-ce la honte, ou la reconnaissance, ou la cruelle prise de conscience qu'il avait créé une maison si silencieuse, si contrôlée, que même le chagrin n'avait pas la place de respirer convenablement entre ses murs. Cette même nuit, Derek passa un appel. C'était dans une clinique privée à Enugu. Il y a une femme, Madame Is. Faites-la admettre ce soir. Discretement. Envoyez les factures sur mon compte personnel. Pas de reçu. Il ne s'arrêta pas là. Il appela Uchenna et lui demanda de remettre une enveloppe scellée au bureau de transfert d'argent le plus proche, au nom d'Amaka Is. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de Nera, largement suffisante pour couvrir la caution, les médicaments et un mois d'hospitalisation. Uchenna haussa un sourcil, mais obéit. Derek retourna aux écrans et regarda Amaka se recroqueviller sur son lit, épuisée par le poids de la journée et la douleur. Elle ignorait que quelqu'un, caché dans l'ombre, venait de lui enlever un de ses fardeaux. Et il comptait bien que cela reste ainsi. L'aider ne faisait pas partie du plan. Mais quelque chose dans son honnêteté, sa souffrance, sa dignité tranquille lui rappelait que la confiance n'était peut-être pas une monnaie à thésauriser, mais un risque à prendre. Il éteignit les écrans un par un et murmura dans l'obscurité « Repose en paix, Amaka. Demain, tu souriras. » Le lendemain commença comme tous les autres, la lumière du soleil perçant les parois vitrées, les plantes d'intérieur se balançant doucement dans la brise matinale, et Madame Gauzy aboyant des ordres dans le couloir. Mais quelque chose avait changé chez Derek. Les autres ne le voyaient pas, mais ils le sentaient, une douleur sourde dans la poitrine, une douleur inconnue auparavant. Il fit venir Amaka dans son bureau, prétextant avoir besoin d'aide pour se déplacer. « Je voudrais que tu m'aides pour quelques petites choses, » dit-il d'une voix froide, mais empreinte d'une urgence délibérée. « Atteins l'étagère du haut de la bibliothèque, aide-moi à déplacer des livres jusqu'à mon bureau et, quand je te le dirai, aide-moi à tourner mon fauteuil roulant vers la fenêtre. » Amaka était perplexe, il n'avait jamais demandé d'aide aussi directement. Pourtant, elle obéit. Elle déplaça des livres, prit des cahiers et ajusta délicatement la position du fauteuil roulant selon les instructions. En se penchant vers lui, il sentit une bouffée de son savon, propre, sans parfum, humble. Elle évita son regard, sans jamais commenter la façon dont il aurait pu se déplacer. Puis il s'en aperçut. « Tu ne poses pas de questions, n'est-ce pas ?» dit-il soudain. Amaka leva les yeux, surprise. « On m'a dit de ne pas le faire, » répondit-elle doucement. « De toute façon, toutes les questions ne méritent pas une réponse. » Sa voix était basse, réservée, mais respectueuse. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Derek longtemps après qu'elle eut quitté le bureau. Mais Amaka n'était pas aveugle. Au fil des jours, les étranges instructions de Derek se faisaient plus fréquentes. « Apporte-moi ce livre », disait-il, mais il serait placé juste à sa portée. Ou alors, ajuste la fenêtre, déjà entr'ouverte. Elle commença à remarquer les signes subtils, sa façon de bouger sur la chaise avec une aisance surprenante, son oubli de se raidir parfois, et la façon dont elle l'avait surpris une fois en train d'ajuster légèrement sa jambe avant de se reprendre rapidement. Elle ne dit pas un mot. Elle n'y arrivait pas.
L'avertissement de Madame Gauzy résonnait dans son esprit comme un tambour. Reste dans ta voie si tu veux garder ce poste. Amaka continua donc à déplacer des livres, à ajuster des oreillers et à apporter de l'eau, tout en observant silencieusement les bizarreries. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas le soupçon que Derek simulait. Mais pourquoi? Pourquoi un homme avec autant de pouvoir, de richesse et de statut se ferait-il passer pour quelqu'un d'aussi douloureux? Pourquoi vivre comme un prisonnier chez lui? Elle savait que quelque chose clochait, mais elle savait aussi que survivre à la gosse impliquait de savoir se taire. Pourtant, son cœur ne cessait de se demander: quel genre d'homme se construit une cage, puis teste les autres pour voir qui mérite la clé? La première fissure dans le mur qui les séparait apparut un samedi après-midi inhabituellement calme. La plupart du personnel avait été congédié pour le week-end, ne laissant au manoir Kuchena, Madame Gauzy et Amaka. Derek, depuis son bureau, avait observé Amaka se déplacer avec aisance et discipline, s'occupant des plantes du couloir, astiquant les rampes d'escalier, chantant une douce berceuse en hibou. Quelque chose dans la simplicité de sa vie, sa constance, commença à l'attendrir. Cet après-midi-là, au lieu d'appeler Madame Gauzy ou Uchena, il demanda à Amaka de lui apporter son déjeuner. Elle arriva promptement, nerveuse comme toujours, mais il remarqua qu'elle était moins raide qu'avant. « Assieds-toi », dit-il brusquement tandis qu'elle posait le plateau. Pendant 5 minutes, Amaka resta figée, perplexe. « Monsieur, vous êtes resté debout toute la matinée. »« Asseyez-vous », répéta-t-il, cette fois sans la froideur. Elle obéit lentement, incertaine de son humeur. S'ensuivit un silence gêné et prolongé. Puis, soudain, il demanda « D'où viens-tu » La question, si banale, la surprit. Personne dans la maison ne lui avait jamais posé la question. « Nsuka » répondit-elle doucement. Une nouvelle oie resta. « Et ton père » demanda Derek. Son regard s'assombrit un peu. « Mort il y a 5 ans. Il n'y a plus que ma mère et moi maintenant. » Derek hocha la tête, sa voix plus douce. « Tu as dit une fois qu'elle était malade. »« Qu'est-ce que c'est » Amaka hésita, puis répondit « Insuffisance rénale. » Au début, on n'avait pas les moyens de payer la dialyse. La situation a empiré. Pendant un instant, il resta silencieux. Il la fixa simplement, ses yeux plus sombres, plus profonds, emplis d'une pensée qu'elle ne pouvait nommer. « Je suis désolé », finit-il par dire. Cela la surprit. L'homme froid qui lui avait autrefois dit sèchement de ne pas toucher à son fauteuil roulant exprimait maintenant une expression proche de l'empathie. « C'est la vie », dit-elle avec un faible sourire. « Nous survivons, jour après jour. » Il y eut un silence, puis, à sa grande surprise, Derek émit un petit rire sec et réticent. « Tu n'es pas comme les autres, Amaka. » C'était la première fois qu'il prononçait son nom. C'était étrange, mais pas déplacé. Au cours des jours suivants, leurs échanges s'approfondirent. Parfois, il lui posait des questions sur son village, ses rêves, son plat préféré. Elle parlait d'abord avec prudence, mais se détendait peu à peu. Elle ignorait que Derek, en coulisses, avait commencé à demander des dossiers à l'hôpital d'Enugu, leur demandant d'accélérer la dialyse de Madame Is. Ce qui avait commencé par de la curiosité se transformait peu à peu en quelque chose qu'il ne maîtrisait pas, quelque chose qu'il redoutait. Dans un monde de masques et de trahisons, Derek commençait à aspirer à quelque chose de réel, et Amaka, sans le savoir, devenait cette réalité. L'insulte survint un mardi après-midi humide, lorsque 2 parents éloignés de Derek vinrent lui rendre visite sous prétexte de prendre des nouvelles de sa santé. Le chef Emeka et son épouse, Dame Teresa, n'étaient pas réputés pour leur chaleur humaine. Ils portaient une armure digne de la richesse, elle en dentelle d'or et parfum de luxe, lui en cafetan blanc avec des boutons de manchette en diamant qui scintillaient à chaque mouvement. Derek, comme à son habitude, restait confiné dans son bureau, feignant l'incapacité. On demanda à Amaka de servir les boissons pendant que Madame Gauzy s'occupait des invités. Tandis qu'Amaka versait le champagne dans des flûtes en cristal, elle entendit un couple parler à voix basse, des voix empreintes de suffisance et de mépris. « Cette maison est gâchée pour lui », siffla Teresa en s'éventant, assis sur cette chaise comme une statue, refusant d'aller en thérapie. Si seulement il avait cédé l'entreprise comme son père l'avait prévu. Emeka rit. Il est aussi têtu que son défunt père. Ça fait 2. Comment s'appelle-t-elle? Une compagne? Peu importe.
Elle se comporte comme si elle était chez elle. Toujours sérieux. Amaka froze. L'insulte envers Derek était blessante, mais la remarque désinvolte sur son identité était plus profonde. Il ne se souciait même pas de connaître son nom. Elle resta immobile, la bouteille à la main, tremblante, non pas de peur, mais du feu qui montait en elle. Elle se retourna lentement, les yeux brûlants, et dit d'une voix calme mais ferme, « C'est Amaka. » « Je m'appelle Amaka. Etagem. Obi est peut-être en fauteuil roulant, mais il est plus intelligent et plus compétent que vous tous réunis. » Le silence régna dans la salle. La chef Emeka haussa un sourcil, visiblement choquée qu'une servante ose parler. Teresa Ricana. Pardon? Tu m'as entendu, répondit Amaka, le cœur battant la chamade. Votre invité, pas des vautours qui tournent autour de l'homme qui a construit tout ce que vous tentez de voler. Madame Ngozi fit irruption à ce moment-là, le visage blême. Amaka, vous pouvez partir pour aujourd'hui. Excusez-moi immédiatement. Mais Amaka tint bon. Elle s'inclina légèrement, se tourna vers la famille de Derek et dit « Le respect se mérite, il ne s'achète pas avec des diamants. » Puis elle quitta la pièce, sa fierté intacte. À son insu, Derek avait tout vu et tout entendu. Depuis un couloir caché près de l'escalier, il se tenait silencieux, appuyé contre le mur, observant toute la scène se dérouler. Elle l'avait défendu avec acharnement et sans hésitation, malgré tout ce qu'elle ignorait de lui. Pour un homme qui vivait dans le mensonge, ce moment lui semblait plus vrai que tout ce qu'il avait vécu depuis des années. Cette nuit-là, Derek ne dormit pas. Il était allongé dans son lit, se levant de temps en temps pour faire les 100 pas comme un homme en cage, se demandant comment il en était arrivé à s'attacher autant à la seule personne qu'il avait prévu de tester et d'écarter. Dès l'instant où Derek vit Amaka le défendre ainsi, quelque chose en lui changea irréversiblement. Ce n'était plus seulement de l'admiration. C'était quelque chose de plus profond, messieurs. Et il détestait ça. L'amour ne lui avait jamais apporté que de la douleur. Tari le lui avait appris. La vision froide et transactionnelle de sa mère sur le mariage l'avait renforcé. Mais Amaka ne ressemblait à personne de son entourage. Son amour n'était pas à vendre. Elle ne le flattait pas, ne cherchait pas à l'impressionner. Elle faisait son travail, restait discrète, et pourtant, d'un seul discours audacieux, elle avait fait preuve de plus de loyauté que la moitié de son conseil d'administration n'en avait jamais fait. Désormais, chaque fois qu'elle entrait dans la pièce pour lui servir à manger ou changer son eau, il se surprenait à observer son visage, à essayer de saisir son sourire, à écouter sa voix. Et puis, c'est arrivé. La jalousie. C'était un mercredi matin. Derek avait demandé à être conduit au jardin, une demande rare qu'il avait formulée uniquement pour observer de plus près sa routine. Uchenna s'était porté volontaire pour l'aider, et ensemble, ils avaient traversé l'allée. En arrivant au jardin, Derek aperçut Amaka en train de parler à Uchenna à l'ombre du manguier. Elle riait, ouvertement, librement. Ses yeux pétillaient, son visage détendu. Derek serra le poing sur l'accoudoir du fauteuil roulant. Il n'aimait pas ça. Pas du tout. Dès qu'Amaka revint dans la cuisine, Derek l'appela dans son bureau. Elle entra discrètement, ne s'attendant pas à une confrontation. « Qu'est-ce que tu faisais à rire avec Uchenna ?» demanda-t-il d'une voix basse et froide. Amaka cligna des yeux, perplexe. Il racontait juste une histoire. « Je te paie pour bavarder avec le personnel » s'exclama-t-il. Le ton la frappa violemment. Elle resta immobile un instant avant de répondre « Non, monsieur, vous me payez pour faire le ménage. » Ce que j'ai fait. Son calme défit le mit en colère, non pas contre elle, mais contre lui-même. Il voulut se rétracter, mais son orgueil l'en empêcha. Alors, éloigne-toi d'Uchena. Concentre-toi sur ton travail, dit-il, les yeux plissés. Amaka hocha la tête et sortit en silence, mais Derek sentit que son cœur s'était serré. Il l'avait blessé sans raison. Cette nuit-là, assis dans sa chambre secrète, il la regardait plier le linge, ses mouvements plus lents que d'habitude, son expression inexpressive. Il savait qu'il était en train de sombrer. Mais la vérité était simple, il était en train de craquer pour elle. Et cela le terrifiait. Car si jamais elle découvrait la vérité, qu'il pouvait marcher, qu'il avait manipulé sa gentillesse, elle ne le lui pardonnerait jamais. Et pour la première fois, il réalisa que la perdre pourrait être plus douloureux que de perdre ses jambes.
C'était la première fois qu'Amaka demandait un congé depuis son arrivée au manoir Roby. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle s'approcha de Madame Gauzy pour lui demander « Maman, s'il vous plaît, ma mère ne va pas bien. »« Je veux juste la voir pour le week-end, » dit-elle doucement, les yeux baissés. Madame Gauzy, toujours la chienne de garde, haussa un sourcil. « Vous avez été embauché pour travailler, pas pour voyager, » rétorqua-t-elle. Mais Derek, qui avait entendu depuis son bureau et dont l'humeur était inhabituellement contemplative cette semaine-là, surprit tout le monde. « Laissez-la partir, » dit-il froidement derrière l'encadrement de la porte. « Elle l'a bien mérité. » Amaka se tourna vers lui, stupéfaite, incertaine d'avoir bien entendu. Madame Gauzy lui lança un regard noir, mais Derek ne broncha pas. Il s'éloigna simplement sans autre commentaire. En quelques heures, Uchenna reçut l'ordre de conduire Amaka au parking le plus proche et de lui remettre l'enveloppe marron que Derek avait discrètement déposée dans sa main. L'argent pour le voyage et un petit supplément qu'elle n'était pas censée connaître provenaient de lui. Elle serra son sac contre elle, bouleversée. Alors que le bus filait vers Enugu, ses pensées étaient confuses, reconnaissante de cette opportunité, mais hantée par la confusion grandissante qui l'envahissait face à cet homme froid et puissant qui s'abaissait peu à peu. Les retrouvailles avec sa mère dans l'enceinte poussiéreuse de leur maison familiale furent douces amères. Madame E. semblait plus faible que jamais, ses yeux enfoncés mais toujours chauds d'une flamme maternelle. « Mon Amaka, » murmura-t-elle en tendant la main. « Tu as l'air fatigué, mais plus fort. » La maison, bien que délabrée, sentait le souvenir, le poisson fumé, les vieux vêtements et l'espoir qui s'accrochaient obstinément aux murs fissurés. Amaka passa la soirée à préparer la soupe préférée de sa mère, à lui masser les pieds et à l'écouter raconter ses histoires d'autrefois. Mais l'inquiétude ne la quittait pas des yeux. Les reçus d'hôpital étaient empilés à côté de la lanterne tachée d'huile, et l'infirmière de la clinique locale les avait prévenus plus tôt qu'une autre séance de dialyse était prévue dans quelques jours. Amaka savait que son salaire ne lui permettrait pas de joindre les deux bouts. Ce soir-là, elle s'agenouilla près du lit de sa mère et pria à nouveau. « Mon Dieu, je ne demande pas grand-chose. Laissons-la vivre assez longtemps pour connaître des jours meilleurs. » Pendant ce temps, à Lekki, Derek était assis seul dans sa salle de surveillance privée, regardant des extraits enregistrés de ses adieux ce matin-là. Il ressentait son absence plus qu'il ne voulait l'admettre. La maison était trop calme, trop vide. Il détestait l'agitation qu'elle lui inspirait, comme un homme poursuivant une ombre qu'il avait autrefois tenté d'ignorer. Il ne voulait pas la retrouver seulement pour le devoir. Il désirait sa présence, pour des raisons qu'il ne pouvait même pas expliquer à voix haute. Dès le deuxième jour au village, Amaka réalisa que l'état de sa mère s'était aggravé. La fièvre était revenue et elle avait perdu l'appétit. Ses mains tremblaient lorsqu'elle essayait de soulever un verre d'eau, et sa peau était pâle sous la lumière crue de la lampe à pétrole. Le médecin local était passé plus tôt, secouant la tête avec sa solennité habituelle. Elle doit reprendre la dialyse cette semaine. Elle est en train de dépérir, dit-il. Amaka avait essayé de cacher ses larmes, mais à la tombée de la nuit, elle s'était effondrée. Elle comptait ses économies, à peine suffisantes pour le transport jusqu'à Lagos, sans parler des soins. Cette nuit-là, pendant que sa mère dormait, elle sortit et pleura derrière le bidon d'eau, ses sanglots étouffés par le chant des insectes nocturnes et le bruit lointain des générateurs. Elle se sentait impuissante, inutile. Chaque Nera qu'elle avait gagné était déjà épuisé. Elle voulait appeler quelqu'un. Mais qui? Derek? C'était impensable. C'était son employeur, pas un ami. Et pourtant, au fond d'elle-même, elle aspirait à cette voix froide qui, d'une certaine manière, lui donnait l'impression d'être entendue. À cet instant, un garçon du village accourut vers elle, tenant une enveloppe marron. « Ma tante, » dit l'infirmière, « fais-moi te la donner. » Que quelqu'un paie de l'argent, vienne de Lagos. Amaka cligna des yeux, perplexe. « Qui ?» Le garçon haussa les épaules et s'enfuit. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un reçu de l'hôpital privé d'Enugu et une note indiquant simplement « Paiement intégral ». Un ami. Amaka resta figée. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait dit à personne à Lagos où elle se trouvait. Personne, sauf Derek. Mais pourquoi le ferait-il? Elle regarda autour d'elle, s'attendant presque à ce que quelqu'un surgisse et confirme la plaisanterie. Mais ce n'était pas une farce.
Le traitement de sa mère avait été évoqué, et le timing ne pouvait pas être une coïncidence. Elle serra l'enveloppe, retourna dans la chambre et embrassa sa mère sur le front en murmurant « On retourne à l'hôpital demain, maman ». Le lendemain, elle quitta Enuguto, sa mère étant dans un état stable à la clinique. Tandis que le bus roulait vers Lagos, Amaka ne pouvait s'empêcher de penser à Derek. Était-ce vraiment lui? Et si c'était le cas, pourquoi le cacher? Pourquoi feindre la cruauté alors qu'il était capable d'une telle compassion? À son retour au manoir, Madame Gauzy ouvrit la porte avec sa froideur habituelle. Mais Derek ne vint pas la voir. Pas ce jour-là. Il resta dans son bureau, observant la caméra du couloir tandis qu'elle entrait, les yeux fatigués et un doux sourire. Pour un homme qui avait bâti une forteresse de mensonges, c'était la première fois que Derek souhaitait pouvoir sortir, se tenir droit et lui dire la vérité. L'orage s'abattit à l'improviste. Un instant, Lagos était baigné par la douce lumière du soir. L'instant d'après, les nuages s'amassaient au-dessus de la ville, telle une menace imminente. À minuit, le ciel s'est ouvert. La pluie s'abattait sur les toits, les éclairs zébraient le ciel et le tonnerre grondait comme un dieu en colère. Amaka, seule dans sa petite chambre, fut réveillée par un grand craquement dans l'obscurité totale. Le générateur était en panne et son vieux téléphone Nokia était mort. Elle enveloppa sa chemise de nuit d'un pagne et s'engagea dans le couloir, la bougie vacillante à la main. Son cœur battait plus vite, non pas par peur des fantômes, mais à cause du silence inquiétant d'une demeure trop vaste pour se sentir en sécurité une fois les lumières éteintes. En passant devant le bureau principal, elle aperçut une faible lueur s'échapper de sous la porte. Instinctivement, elle frappa. Un instant passa, puis la voix de Derek devint basse, prudente. « Qui est-ce » ? « C'est Amaka, » dit-elle. « Les lumières sont éteintes. Encore un chat. Alors, entre. » Elle poussa la porte et le vit assis près de la cheminée, une lanterne à côté de lui, le visage partiellement éclairé par une flamme dorée. Pour une fois, l'atmosphère entre eux était chaleureuse. Securitaire. Real. « As-tu peur des orages » demanda-t-il d'un ton inhabituellement doux. Elle hésita, puis admit que non. Mais cette maison paraît différente dans le noir. Il hocha la tête. C'est le cas de la plupart des belles choses. Il y eut un silence qui s'éternisa, non pas gênant, mais intime. Elle fit quelques pas hésitants en avant. « Ça te dérange si je reste ?» Juste jusqu'à ce que les lumières reviennent. Derek cligna des yeux. « Tu peux t'asseoir. » Elle s'installa dans le fauteuil à côté de lui, sa bougie à la main, tandis que le tonnerre grondait à nouveau. La pluie battait les fenêtres, mais à l'intérieur de la pièce, quelque chose de fragile s'épanouissait. « J'adorais les orages quand j'étais petit », avoua Derek. Il me donnait l'impression que le monde était encore vivant, comme si même le ciel avait un cœur. Amaka le regarda, surpris. « C'est magnifique. La plupart des gens ne me croient pas capable de telles pensées, » dit-il avec un sourire amer. « À cause de la chaise » demanda-t-elle doucement. « À cause de tout. » Ils restèrent assis en silence, deux mondes brisés en orbite silencieuse l'un autour de l'autre. Les yeux d'Amaka se fermèrent un instant, la tête légèrement penchée sur le côté. Derek la regarda vraiment. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Paix. La tempête persistait dehors, mais dans cette pièce, on aurait dit le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, mais qu'ils commençaient tous deux à ressentir. L'instinct d'Amaka avait toujours été aiguisé, affiné par des années passées dans des conditions difficiles où le moindre changement de ton ou de comportement pouvait signifier un danger. Et maintenant, dans cette somptueuse demeure au lustre scintillant et au silence empreint de secret, ses instincts recommencèrent à s'éveiller. Cela commença par de petites choses. Un jour, elle entra dans le bureau de Derek et remarqua le fauteuil roulant légèrement orienté vers la cheminée. Ce n'était pas la direction dans laquelle elle l'avait laissé la veille, et Derek ne l'avait plus appelé depuis. Une autre fois, elle le regarda attraper un livre sur l'étagère derrière lui, un mouvement qui exigeait une force musculaire excessive. Puis il y eut un moment des plus étranges. Elle apporta une tasse de thé, la posa à côté de lui, se détourna et quelques instants plus tard, le vit la tenir, sans qu'elle ne le voie la soulever. C'était subtil, presque rien en soi, mais pour une femme qui avait appris à lire entre les lignes les plus discrètes de la vie,
c'était suffisant. Elle se dit qu'elle réfléchissait trop, qu'elle était peut-être trop fatiguée, trop paranoïaque. Mais alors, Uchenna dit quelque chose qui lui glaça le cœur. Ils étaient assis sous le manguier pendant sa pause déjeuner lorsqu'il se pencha légèrement et dit « Tu sais, parfois, tout n'est pas comme ça. » Amaka se retorna brusquement. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. Mais Uchenna haussa les épaules et sourit sans chaleur, se contentant de dire « Attention à ce que tu crois. » Même les mensonges peuvent porter des costumes et s'asseoir en fauteuil roulant. Il se leva et s'éloigna, la laissant dans le tourbillon. Cette nuit-là, Amaka ne put dormir. Son esprit repassait tout, chaque instant étrange, chaque pas silencieux qu'elle entendait la nuit, chaque fois que Derek semblait apparaître, attendant déjà son arrivée. Elle se souvenait d'avoir entendu un jour des pas devant sa porte vers 2 heures du matin, doux mais assurés, et lorsqu'elle ouvrit, il n'y avait personne. Il ne s'agissait plus seulement de curiosité. Il s'agissait de vérité. Et pourtant, au cœur de sa méfiance grandissante se trouvait un autre problème, son cœur. Malgré les signaux d'alarme qui lui trottaient dans la tête, malgré son malaise, elle s'était attachée à Derek. Il avait des moments de gentillesse sincère, voire de chaleur, comme la nuit de tempête ou lorsqu'il a laissé prendre congé de sa mère. S'il faisait semblant, pourquoi faire preuve de douceur? Qui gagnait-il? Mais au fond, sous l'incertitude, une vérité l'effrayait plus que tout le reste. Elle commençait à craquer pour lui. Et tomber amoureuse de quelqu'un bâti sur des mensonges était un déchirement dont elle se demandait si elle pourrait survivre. La tension dans la maison atteignit son paroxysme lorsqu'elle franchit le portail, vêtue de talons aiguilles rouges, un sac à main doré au poignet et des lunettes de soleil trop grandes pour son visage. Tari. Sa présence était comme un mélange de parfum et de poison, et dès qu'elle entra dans le manoir Obi, tout changea. Madame Gauzy lui sourit tendrement et l'accueillit comme si elle n'avait jamais disparu, mais le visage d'Uchena s'assombrit, et Amaka recula instinctivement en l'observant derrière un rideau. « Dis à Derek que je suis là », dit Tari en retirant ses lunettes avec un air théâtral. « Il voudra me voir. » Quand Amaka apporta le message à Derek, il se tendit. Pour la première fois depuis des semaines, il semblait vraiment perturbé. « Dis-lui que je suis occupé, » dit-il froidement. « Elle peut attendre, mais Tari ne partit pas. » Elle s'installa confortablement, inspectant le manoir comme si elle se remémorait son règne. Lorsqu'elle vit enfin Amaka porter un plateau dans le couloir, elle ricana. « Tu dois être la nouvelle œuvre caritative, » dit-elle d'une voix sèche et moqueuse. Amaka marqua une pause, perplexe. « Pardon? » « Tu m'as entendu » dit Tari avec un sourire narquois. Ces jours-ci, Derek les embauche directement dans le caniveau. J'espère que tu sais qu'il se sert de toi juste pour passer le temps. Ces mots la blessèrent, car Amaka s'était déjà posé cette question en privé. Mais au lieu de craquer, Amaka se redressa. Si on se sert de moi, au moins ce n'est pas moi qui suis parti au moment où il avait le plus besoin de quelqu'un. Cela toucha une corde sensible. Tari s approacha, sun surire s evanescent. Attention, ma fille. Les hommes comme Derek n'épousent pas de bonnes. Tu es juste commode. Amaka ne répondit pas. Elle s'éloigna, la fierté intacte, mais intérieurement, elle brûlait. Plus tard dans la journée, Derek accepta enfin de voir Tari. Elle entra dans son bureau comme si elle était maîtresse de la pièce, se jetant théâtralement sur le siège en face de lui. « Tu es toujours aussi beau, même avec la chaise, » dit-elle gentiment. « Tu n'as pas changé du tout. » Répondit Derek sans émotion. « Tu es devenu meilleur pour faire semblant. » Elle rit doucement en décroisant les jambes. « J'ai fait une erreur, » dit. « Je le vois maintenant. On avait quelque chose. Peut-être qu'on en a encore. » Derek la regarda un long moment, puis dit « Tu m'as brisé. Et maintenant, tu espères me réparer juste assez pour me contrôler à nouveau. Ça n'arrivera pas. Tu souffres, dit-elle doucement. Mais je suis le seul à te connaître vraiment. Non, répondit-il fermement. Tu savais seulement qui je t'avais permis de voir. Il se leva alors, lentement, lui tournant toujours le dos, oubliant un instant d'attraper le fauteuil roulant, puis il réalisa qu'il était figé. Tari aussi, les yeux plissés par une nouvelle suspicion. Ce soir-là, Derek était assis seul dans son bureau, l'écho de la voix de Tari résonnant encore à ses oreilles. Son retour avait ravivé de vieilles blessures, mais pire encore,
Il lui rappelait la fragilité de ses murs lorsque les émotions s'en mêlaient. Le mensonge sur son état s'alourdissait de jour en jour. Et plus il voyait Maka, plus ce mensonge l'écrasait. Il ne comprenait plus ce qu'il faisait. Pourquoi faire semblant d'être brisé juste pour tester sa loyauté? Pourquoi ne pas simplement vivre honnêtement? Mais la peur répondait toujours, car l'honnêteté lui avait déjà tout coûté. Alors, il fit ce que font les hommes brisés lorsqu'ils ont peur d'être aimés. Il la mit à l'épreuve. Le lendemain matin, il convoqua Maka dans son bureau. Elle entra comme d'habitude, le saluant respectueusement, mais sa posture était moins douce, peut-être sur ses gardes après sa rencontre avec Tari. « Assieds-toi, dit-il. Elle obéit. « Dis-moi quelque chose, commença-t-il, les yeux fixés sur elle. Si je n'étais pas riche, si je vivais dans une chambre à Muchin, infirme, fauché et amer, pourrais-tu m'aimer? » La question fut tranchée. Amaka cligna des yeux, pris au dépourvu. « Monsieur? » »« Réponds-moi, Amaka, dit-il, plus désespéré qu'il ne l'aurait voulu. Pourrais-tu aimer quelqu'un comme ça? Amaka resta assise en silence, son regard scrutant le sien. Puis, lentement, elle dit « Je ne sais pas à quoi ressemble l'amour pour quelqu'un comme moi, monsieur, mais je sais à quoi ressemble le respect. Je sais ce qu'est la gentillesse. Et je sais que si un homme est gentil, honnête, et me voit vraiment, peu m'importe qu'il soit riche ou pauvre. Ce qui m'importera, c'est qu'il me rassure. » La gorge de Derek se serra. Ces mots n'étaient pas de la poésie. Ils étaient meilleurs. Ils étaient la vérité. Elle se leva. « Mais si tu me poses cette question parce que tu penses que je suis là pour ton argent ou que je te plains de ton état, alors tu ne me connais pas du tout. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Et si vous êtes pauvre, monsieur, alors vous êtes peut-être plus riche que la plupart des hommes que j'ai connus. » Elle partit sans attendre la permission. Derek resta assis en silence, le cœur battant la chamade. Ce qui avait commencé comme un test s'était transformé en une confession, la sienne. Et elle l'avait réussi. Mais maintenant, la question se posait. Que ferait-elle lorsqu'elle découvrirait que l'homme qu'elle respectait ne cachait pas seulement sa richesse ou son statut, mais aussi le fait qu'il n'avait jamais été handicapé? Tout avait commencé par un vase cassé. Amaka époussetait le couloir près de l'aile ouest lorsque son coude effleura le bord d'un piédestal orné. Le vase vacilla et s'écrasa au sol, se brisant en 1000 morceaux. Madame Gauzy entendit le bruit et monta l'escalier en trombe, le visage déjà ridé par la fureur. « Sais-tu combien coûte ce vase » hurla-t-elle, sa voix résonnant sur les murs de marbre. Amaka se pencha vivement pour ramasser les morceaux, s'excusant abondamment. « Je suis désolé, maman. C'était un accident. »« Villagiois maladroit, Siflagosi. » »« Sors de ma vue. » Amaka s'inclina et se retourna pour partir, les yeux brûlants. Mais dans sa hâte de fuir, elle se trompa de porte, celle toujours verrouillée. À sa grande surprise, elle s'ouvrit avec un bruit sec. Elle se figea. À l'intérieur se trouvait une pièce unique en son genre. Les murs étaient tapissés d'appareils de sport, vélos elliptiques, haltères, bandes de résistance et sacs de frappe. Un tapis de course se dressait au centre, encore chaud, l'écran clignotant, l'entraînement terminé. Sur le support à côté se trouvaient 4 paires de chaussures de course impeccables, soigneusement rangées par taille et par couleur. Son cœur s'arrêta. Une vague d'incrédulité la submergea. Ce n'était pas un entrepôt, mais un centre d'entraînement. Salle de sport privée. Et ça ne pouvait signifier qu'une chose, Derek marchait. Avant qu'elle puisse comprendre, Madame Gauzy l'attrapa par le bras et claqua la porte. « Qu'est-ce que tu fais » aboya-t-elle, poussant Amaka contre le mur. Amaka begaya. « Je ne voulais pas, le vase. On t'avait prévenu de ne pas entrer dans cette aile. » Siffla Gauzy, les yeux égarés par la peur. « Tu crois que tout ici est à toi de toucher? Mais dans cette pièce, il peut marcher. » Chuchota Amaka, plus pour elle-même que pour Gauzy. Les yeux de la vieille femme se plissèrent. Ses mots suivants furent lents et posés. « Tu n'as rien vu. Comprends-tu? Si tu accordes de l'importance à ce travail, au traitement de ta mère malade et à ta petite vie misérable, alors oublie ce que tu as vu. » Amaka la regarda, estupefaite. « Tu le savais. J'en sais plus que tu ne pourras jamais comprendre, » rétorqua-t-elle. « Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de contrôle.
De protection. Pouvoir. Ne t'implique pas dans des choses qui te dépassent, Amaka. Certaines vérités ne peuvent que te détruire. Amaka cligna des yeux pour retenir ses larmes. 1000 questions lui traversèrent l'esprit, mais elle resta muette. Elle fit demi-tour et retourna dans sa chambre, la tête qui battait fort, le cœur lourd. Cette nuit-là, elle fixa le plafond dans le noir, se demandant ce qui n'était qu'un mensonge. Tout. La gentillesse? La solitude dans sa voix, la nuit orageuse, elle ignorait ce qui la blessait le plus. Sa tromperie, ou le fait que son cœur se languissait encore de l'homme qui se cachait derrière. Le manoir était silencieux, baigné par la douce lueur du clair de lune lorsqu'Amaka se leva de son lit. Le sommeil l'avait échappé toute la nuit. La pièce secrète hantait ses pensées. La lueur des machines de gym, la trahison silencieuse enveloppée dans les murs du privilège et de la performance. Elle n'en pouvait plus. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de voir son visage alors qu'il savait qu'elle savait. Elle traversa donc le couloir en douce, passa l'aile ouest et s'arrêta devant le bureau de Derek. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle poussa doucement, s'attendant à la scène habituelle. Lui dans son fauteuil roulant, les yeux rivés sur un livre, ou la lueur vacillante de la cheminée. Mais ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Derek se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le rideau, le dos droit, les bras croisés, aussi sain et sauf que n'importe quel homme qu'elle ait jamais connu. Il se retourna lentement au grincement de la porte, leurs regards se croisant à travers la pièce. L'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le visage de Derek se vida de ses couleurs. Il avait été pris. Le silence s'étendit entre eux comme une lame. Amaka intervint, sa voix s'éleva enfin. « Alors c'est vrai. Tu as menti à tout le monde. » Derek fit instinctivement un pas en avant, puis se reprit et se figea, presque honteux. « Amaka, je ne sais pas, » rétorqua-t-elle. « Ne m'insulte pas avec une explication. Je t'ai fait confiance. Je t'ai défendu. J'ai prié pour toi. » Et pendant tout ce temps, sa voix se brisa. Derek avait l'air vraiment brisé, pour une fois. « Ce n'était pas à cause de toi, » dit-il doucement. « Alors de qui s'agissait-il » demanda-t-elle. « De ton ex? De ta fierté? De ta paranoïa? Quel genre d'homme se fait passer pour un infirme pour savoir si quelqu'un est digne d'amour ?» Il ne répondit pas. Son silence était une confession suffisante. « Sais-tu ce que ça fait de porter un secret si lourd qu'il t'étouffe » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais je ne l'ai jamais utilisé pour manipuler qui que ce soit. Je n'ai jamais fait en sorte que quelqu'un se soucie de moi juste pour voir s'il craquerait. Derek S. approacha. Je ne voulais pas te blesser. Amaka Rittermeerment. Mais tu l'as fait. Tu n'as pas juste menti. Tu m'as fait craquer pour un homme qui n'existe pas. » Elle se retourna et sortit en claquant la porte derrière elle. Derek resta figé, hanté par la conscience que le simple fait de tester l'amour lui avait coûté le seul véritable amour qu'il aurait pu connaître. Amaka ne parla à personne le lendemain matin. Elle rangea ses quelques affaires en silence, les mains tremblantes. La maison qui lui avait autrefois semblé un refuge l'étouffait désormais. Chaque couloir était un couloir de mensonges. Chaque sourire de Madame Gauzy était une trahison enveloppée de contrôle. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. En sortant de sa chambre, elle trouva Uchenna qui l'attendait près de la porte, le regard rempli d'inquiétude. « Tu l'as découvert, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. « Depuis combien de temps le sais-tu » ? « Assez longtemps, dit-il. Et tu ne me l'as pas dit. » « Ce n'était pas à moi de dire la vérité, répondit-il en soupirant. Je l'ai supplié d'arrêter. Mais Derek n'accorde pas facilement sa confiance. Après ce qu'a fait Harry, il perçoit chaque geste gentil comme une menace potentielle. Eh bien, maintenant, il a perdu la seule personne qui le pensait vraiment, dit Amaka avec amertume. Uchenna posa une main sur son épaule. Tu n'es pas n'importe qui pour lui, Amaka. Tu l'as transformé. Que tu restes ou non, tu dois le savoir. Elle détourna le regard, luttant contre les larmes. Alors pourquoi n'ai-je pas l'impression d'avoir de l'importance ? Uchenna n'avait pas de réponse. Pendant ce temps, Derek était assis dans le jardin, là même où il observait rire sous le manguier.
Le silence était désormais insupportable. Lorsqu'il se leva enfin et rentra, sans prétention, sans chaise, il trouva Amaka qui l'attendait à la porte, son sac à la main. Leurs regards se croisèrent à nouveau. « Tu m'as menti, » dit-elle doucement. « Tu t'es menti à toi-même. » Derek hocha la tête. « Je le fis. Je pensais me protéger, mais je n'ai fait que construire une prison. Alors entraîne-moi là-dedans, » ajouta-t-elle. « Oui, » dit-il, « et je le regretterai toute ma vie. » Elle baissa les yeux, déglutit, puis posa la question qui la taraudait. Était-ce réel? Il s'approcha, la voix brisée. Tout cela. Chaque instant. Chaque mot. Sauf la chaise. Amaka expira. C'est la seule chose que j'aurais acceptée sans avoir besoin de preuves. Elle se retourna pour partir. « Amaka » cria-t-il désespéré. « S'il te plaît, ne pars pas. » Mais elle ne se retourna pas. Elle est partie comme elle était entrée, silencieusement, humblement, portant un poids insoupçonné. Et Derek, seul dans sa vérité pour la première fois, a réalisé quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. L'amour ne se prouve pas par des tests. La vérité le prouve. Les jours qui suivirent le départ d'Amaka du manoir Obi furent un brouillard de silence et de chagrin. Elle retourna à Enugu non seulement parce qu'elle avait besoin d'être près de sa mère, mais aussi parce qu'elle avait besoin de distance. La distance avec les mensonges, la trahison et les sentiments qu'elle avait autrefois eu trop peur de nommer. La maison et le village n'avaient pas changé, mais quelque chose en Amaka, si. Son esprit était plus lourd, son sourire plus rare. Elle se consacrait aux corvées, aux rendez-vous à la clinique et au rythme de la vie quotidienne. Mais malgré les distractions, Derek persistait dans ses pensées comme une blessure qui ne cessait de saigner. Elle l'avait aimé, ou du moins celui qu'elle croyait qu'il était. Et malgré tous ses efforts pour oublier, son esprit revenait sans cesse à ces moments qui lui semblaient réels. Sa façon de l'écouter lorsqu'elle parlait, la chaleur de son regard pendant la tempête, la protection silencieuse qu'il lui offrait sans exiger de gratitude. Elle se détestait de l'avoir encore manqué. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était la cruelle conséquence d'un amour lié à un mensonge. Elle essayait de se distraire en s'occupant de sa mère, mais rien ne pouvait apaiser son besoin de réponse ou de tourner la page. Un soir, après avoir lavé sa mère et l'avoir aidée à se coucher, Amaka trouva un morceau de papier plié au bord du matelas. Son nom était écrit de la douce écriture de sa mère, inclinée et familière. Elle le déplia lentement, les doigts tremblants. On pouvait y lire « Mon précieux Amaka, je sais que quelque chose te brise le cœur, même si tu essaies de le cacher sous un air sévère. Je t'ai élevé dans la sagesse, mais je t'ai aussi élevé dans le pardon, car parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui souffrent le plus profondément. Tu m'as parlé un jour de l'homme pour qui tu travailles. Je vois comment ta voix change quand tu parles de lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je te connais. Et s'il t'a fait sentir remarqué, ne serait-ce qu'un instant, alors peut-être qu'il n'est pas si mal. L'amour est un mélange de désordre, mon enfant. Il n'est pas parfait. Il est enveloppé de confusion, d'orgueil et parfois de douleur. Mais si ton cœur bat encore pour lui, ne laisse pas l'orgueil te voler ce qui pourrait être ta joie. N'attends pas qu'il soit trop tard pour pardonner. Des larmes brouillèrent la vision d'Amaka, tandis qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. Sa mère avait tout vu clair, comme le font souvent les mères. Cette lettre n'était pas seulement un message, c'était une clé, une permission, un petit coup de pouce pour ouvrir son cœur. Pour la première fois depuis son départ de Lagos, Amaka s'autorisa à admettre que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance à saisir. Derek se tenait devant l'hôpital privé d'Enugu, le cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il portait une simple chemise bleu marine, un jean et aucun entourage. Pas de fauteuil roulant. Pas de déguisement. Juste un homme avec la vérité entre les mains et l'espoir au ventre. Il lui avait fallu des jours pour rassembler le courage de venir. Après le départ d'Amaka, il avait tenté de retourner à son ancienne vie. Salle de réunion, réunion stratégique et solitude glaciale. Mais rien n'était pareil. Chaque pièce semblait vide sans elle. Chaque silence était plus fort qu'avant. Ce n'était pas seulement qu'elle lui manquait. C'était qu'il avait vu qu'il était devenu à sa proximité. Avec elle, il riait. Avec elle, il respirait. Et après avoir relu un soir les comptes rendus médicaux de sa mère,
il décida de ne pas laisser la peur le priver de la seule chose qui lui semblait réelle dans sa vie. Debout devant l'hôpital, au son des conversations des infirmières, il demanda à la réceptionniste où était la chambre d'Amaka. En traversant le couloir, il ralentit. Et si elle le détestait encore? Et si sa mère refusait de le laisser s'approcher? Mais l'amour, le véritable amour, n'était pas une question de certitude. C'était une question de courage. Et aujourd'hui, il n'était venu qu'avec ça. Amaka était assise près du lit de sa mère, se servant une cuillerée de soupe de gombo chaude dans la bouche lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Elle se retourna, s'attendant à une infirmière, et laissa tomber la cuillère. Ses yeux s'écarquillèrent, le souffle coupé. Derek se tenait là, debout, sans son fauteuil roulant, les yeux embués d'émotion, tenant un tournesol à la main, son préféré. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Ce fut sa mère qui rompit le silence. « Alors, c'est lui, » dit doucement Madame E, en souriant. Amaka cligna des yeux et se leva lentement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Que fais-tu ici ?» Derek prit une inspiration. « Je suis venu me tenir devant toi, tel que je suis. Pas Dieu, pas de test, pas de chaise. Juste un homme amoureux. » Il s'approcha, la fleur tremblante dans sa main. « J'étais un lâche, Amaka. Je pensais que te tester me protégerait. Mais j'ai fini par tester ta douleur. Et j'ai échoué. Mais s'il reste quelque chose que tu n'as pas jeté, je demande une chance de recommencer. En tant que moi. Avec toi. » Ses yeux s'emplirent, non pas de confusion, mais de clarté. La pièce, la douleur, les mensonges lui parurent soudain lointains. Elle ne vit plus que l'homme qui se tenait là, non pas comme un milliardaire ou un infirme, mais comme quelqu'un enfin honnête. Elle s'avança, prit la fleur et murmura « Ne me mens plus jamais ». Derek hocha la tête. « Plus jamais ». Il s'agenouilla alors, maladroitement, humblement, amoureusement, et sortit une petite boîte en velours. « Alors épouse-moi, Amaka. Pas parce que je suis riche. Non pas parce que je peux marcher. Mais parce que tu me vois. » Elle regarda sa mère, qui hocha lentement la tête à travers ses larmes. Et puis Amaka regarda Derek, sourit et dit « Oui. Cette fois, librement. »